Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous mensuel dédié à l'immobilier en Limousin. Au programme aujourd'hui, nous parlerons du viager, voilà, qui peut être intéressant. Et on va parler du viager surtout du côté vendeur. Nous parlerons également de réglementation thermique avec notre invité Anthony Pianezza, mais aussi en images avec un reportage. Nous irons visiter une maison individuelle. Mais d'abord, nous allons commencer avec c'est un plateau de femmes aujourd'hui, hein, pour commencer. J'aime bien ça. Avec vous de Nathalie Duny, bonjour. Et Valérie Ayala, bonjour. On parlera achat immobilier avec quelques conseils, comme d'habitude, super intéressants. Mais d'abord, avec Nathalie, on va parler de la météo Immonote. Première question, quelle est la météo des taux de crédit, Nathalie? Bonjour Vanessa. Donc, concernant les taux, eh bien, c'est la dégringolade. Les taux n'ont pas cessé de chuter. Ce qu'il faut retenir ce mois-ci, c'est donc que les taux ont baissé sur toutes les durées et quasiment dans toutes les régions. Je vous propose de regarder la carte. Donc, concernant les taux de crédit sur 15 ans, vous allez voir, la moyenne est à 2,85 concernant les taux de crédit sur 15 ans. C'est très bas. C'est la première fois depuis la fin des années 40 que les taux sont aussi bas, aussi longtemps et sans risque de remontée rapide, puisque les experts ne prévoient pas de hausse avant 2015. Donc une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. C'est intéressant effectivement pour les acquéreurs, puisque cela dope le pouvoir d'achat immobilier, puisque vous pouvez emprunter moins cher. On voit qu'il y a des légères variations suivant la région où on se trouve. Voilà, il y a des légères variations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la moyenne est à 2,85, donc en dessous des 3% sur 15 ans. Deuxième question, du côté de la météo des prix immobiliers. Alors les prix sont stables concernant les appartements et concernant les maisons. Ils sont même en légère baisse dans certaines villes comme Paris ou comme Limoges. La carte des prix s'affiche avec des prix au mètre carré. Ce mois-ci, au mois de juin, si vous avez 200 000 € à investir dans un appartement, eh bien, vous pourrez acheter un grand appartement à Limoges de 171 mètres carrés, un appartement moyen à Bordeaux de 70 mètres carrés et un tout petit appartement à Paris de 24 mètres carrés. Ah voilà. Donc on est quand même bien lotis en Limousin. C'est ce que je dis, Limoges est la ville la moins chère. Alors, cette stabilité des prix, voire cette légère baisse, eh bien, cela donne un marché qui est attentiste. Aujourd'hui, les acquéreurs sont exigeants. Ils n'achètent plus n'importe quoi à n'importe quel prix. Il faut que les vendeurs soient réalistes et en soient conscients lorsqu'ils fixent leur prix de vente. C'est le petit conseil à donner. Le petit conseil, et on va justement glisser vers d'autres conseils que Valérie va nous donner, justement quand on parle d'achat immobilier. Bon, alors on l'a vu, donc l'immobilier est en haut de l'affiche, les prix, comme nous disait Nathalie, sont au plus bas. C'est donc le moment d'acheter. Mais avant d'acheter, il est important de prendre quelques précautions. Donc moi, je vais vous proposer un arrêt sur image en 3 actes sur les conditions préalables à l'achat immobilier. Alors, le premier point, ça sera quoi? Le premier point, ça sera le budget. Alors, est-ce que vous avez les moyens d'acheter un bien immobilier? Et si oui, de quel montant disposez-vous? En fait, ce sont les premières questions à vous poser. Quoi de plus simple dans ce cas-là? Allez voir votre banquier, il vous aidera à voir à peu près l'enveloppe dont vous pouvez bénéficier. Deuxième point, ce sera l'apport personnel. Alors, il est, j'allais dire, indispensable. Plus votre apport personnel sera important, plus les conditions de votre prêt seront intéressantes. Ouais. On empruntera sur moins longtemps en tout cas. Exactement. Voilà. Donc cet apport est idéalement aujourd'hui situé autour de 30%. Enfin, vous pouvez bénéficier de certaines aides. Donc moi, je vous invite à aller voir un peu, à sonner à toutes les portes et à vous renseigner. Alors, acte 1, voilà. Acte 2, la recherche. Alors, acte 2, ça sera la recherche. Alors, avant de rechercher, il serait peut-être intéressant que vous définissiez vos critères. Alors, les critères, ça va être, est-ce que vous êtes plutôt ville ou campagne? Est-ce que vous êtes plutôt neuf ou ancien? De quelle superficie avez-vous besoin? Autant de questions que vous allez vous poser. Autre point essentiel, c'est l'emplacement. C'est vraiment la règle d'or à respecter. Une fois que vous avez vu tout ça, je vous conseille de vous faire aider par un professionnel de l'immobilier, votre notaire par exemple, d'aller sur Internet, de surfer, de consulter le site immonote.com. Et là, vous verrez, il y a vraiment de belles offres. Il existe de belles opportunités, notamment en Limousin, comme le soulignait Nathalie. Enfin, visitez les biens. Prenez votre temps. N'hésitez pas à retourner plusieurs fois au même endroit. Mais attention, en cas de gros coup de cœur, ne laissez pas passer votre chance. Il faut aller très très vite. Il faut faire plein de visites et en même temps savoir se décider au bon moment. C'est ça qui n'est pas toujours très, très évident. Et puis après, acte 3, le choix là. Ça y est, alors c'est l'heure du choix, mais c'est aussi le moment de se poser les vraies bonnes questions. Donc une petite checklist. Est-ce que le bien n'est pas surévalué? Vous pouvez penser à l'expertise immobilière aussi. Est-ce qu'il répond bien à toutes vos attentes, à tous vos critères?
Et enfin, est-ce que finalement le budget a bien été déterminé? Est-ce que vous n'avez pas tapé un peu trop haut? Bon, une fois que vous aurez posé, que toutes ces questions auront été posées, si vous estimez que le bien sélectionné répond à toutes vos attentes, ben écoutez, moi je vous conseille qu'une seule chose, foncez. Il faut foncer et surtout en ce moment, c'est bien ce qu'on entend un peu partout. Exactement. Et ce que vous nous redites aujourd'hui. Merci à toutes les deux. Je vous propose maintenant de visiter en images une maison à Limoges pour parler réglementation thermique. Regardez. Cette maison donc, respecte la réglementation thermique, nouvelle réglementation thermique qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Cette maison va répondre à des critères, des exigences d'une loi et elle permet de mettre, on va dire, en avant tout ce qui va être lié à l'extérieur, c'est-à-dire l'implantation de la maison, de la construction telle qu'elle doit être faite. Une bonne exposition, c'est déjà la première des choses à retenir. Et puis ensuite, on va agir sur beaucoup de critères sur la maison. Donc tant sur des éléments de chauffage, de ventilation, de murs, d'isolant, voilà, tout ce qui va constituer la maison. La réglementation thermique telle qu'elle a été mise en place, il y a un objectif en soi, c'est réduire les consommations d'énergie. Aujourd'hui, il y a des facteurs qui nous permettent de mesurer efficacement tout ce qu'on va consommer dans une maison. Ça peut être l'éclairage, ça peut être l'eau chaude sanitaire, la VMC, bien sûr, qui est un point important, et bien sûr le chauffage, qui reste quand même la principale source de consommation d'énergie dans une construction. Le but étant de réduire au maximum et de rentrer dans des normes, dans des critères avec des valeurs à respecter. Je vais prendre l'exemple de cette construction. Elle a été adaptée en un système de bi-énergie. Nous avons dans un premier lieu une pompe à chaleur qui va fonctionner en priorité. En deuxième lieu, nous avons une chaudière gaz à condensation qui va pouvoir fonctionner par exemple lorsque nous avons des températures négatives qui sont très importantes, qui va avoir un meilleur rendement que la pompe à chaleur, donc qui va permettre en fin de compte de pouvoir intervertir automatiquement au niveau de l'énergie. On va aussi reprendre deux autres points qui sont importants, qui sont la zone climatique et puis aussi la zone, on va dire, altimétrique. Lorsque nous avons une maison qui va être sur une altimétrie plus importante, par exemple au-delà de 800 mètres d'altitude, évidemment on va changer le mode constructif, on fera différemment. Donc là, on peut par exemple parler d'une maquette très simple. C'est un des modes constructifs. On peut imaginer ici le mur extérieur, le système de doublage qui va se faire à l'intérieur de la construction. Donc là, on est sur ce qu'on appelle une ossature métallique. Donc la conduction thermique va être complètement coupée par ce petit système. La région Limousin va être dans une zone climatique particulière et va surtout avoir différentes classes altimétriques. On va commencer sur des maisons qui vont être aux alentours des 100 mètres d'altitude et au-delà de 800 mètres d'altitude. À savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation, il y a 3 grandes familles, des maisons de 0 à 400 mètres d'altitude, de 400 à 800 mètres et de 800 mètres au-delà. Bien évidemment, pour construire une maison et être conforme à la réglementation, il va falloir s'adapter et tenir compte de ces paramètres-là. Donc là, nous allons utiliser des matériaux autres, des matériaux plus performants. C'est la mise en œuvre après de ces matériaux qui va permettre aussi de respecter d'autres critères, ce qu'on appelle la perméabilité à l'air. Le coût de la construction ne sera jamais totalement épongé par rapport à une économie d'énergie. Mais c'est aussi le prix à payer pour être dans une maison qui est saine, qui respire bien. Il n'y a pas si longtemps, une maison pouvait consommer jusqu'à 1800, 2000 euros d'énergie par an. Une maison, par exemple, comme ici, dans de bonnes conditions, qui correspond et qui répond à tous les critères, les exigences de la réglementation, va consommer 750, 800 euros d'énergie complète par an. C'est-à-dire l'eau chaude sanitaire, la ventilation, le chauffage, la plaque de cuisson, et je vous passe tous les détails. Et nous ont rejoint sur le plateau maître Stéphane Faugeron. Bonjour, dans quelques instants, bonjour. Avec vous, on va parler du viager. Et Anthony Pianezza, que l'on a découvert avec ces images. Bonjour Anthony. Bonjour Vanessa. On continue à parler réglementation thermique. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir exactement ce qu'est la réglementation thermique? On dit RT dans le jargon. Tout à fait. En fin de compte, la réglementation thermique est liée à une loi, en fin de compte, et va être applicable pour l'ensemble des constructions neuves depuis le 1er janvier 2013 et pour tout nouveau permis de construire qui est déposé.
en fin de compte, elle va essentiellement donner des bonnes règles, non seulement liées à la construction, mais liées surtout à un des points le plus important, l'économie d'énergie. Le but est économiser de l'énergie au maximum. Donc cette réglementation, en fin de compte, du fait qu'elle soit applicable, s'adresse évidemment à l'ensemble de la profession. Toutes les personnes sont concernées. Et puis, elle va, on va dire, prendre des critères qui sont très pointus, très pointus. On rentre vraiment sur de la technicité aujourd'hui sur les constructions, avec cet objectif primordial, réduire considérablement les consommations d'énergie. Enjeu essentiel, bien sûr. Tout à fait. Ces réglementations thermiques, elles évoluent. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les années à venir dans la construction? Alors, je vais vous parler du cœur. Nos anciens fonctionnaient, ou en tout cas faisaient leur maison avec du cœur. Alors on va dire, aujourd'hui on n'a pas changé. On fait toujours ces mêmes maisons avec des mêmes personnes, avec du cœur. La seule différence, c'est qu'on a changé les matériaux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, dans le temps, et c'est ce qui s'est passé depuis maintenant quelques dizaines d'années, et surtout, on va dire les 5 dernières années en arrière, les matériaux sont plus innovants, ils sont isolants. On peut construire aujourd'hui une maison avec des blocs, par exemple, un bloc à maçonner avec de l'isolant à l'intérieur, comme on l'a vu dans le reportage. La réglementation évoluera et la prochaine réglementation qui existera s'appellera la réglementation thermique 2020. Donc là, il y a encore un pas à avancer avec un objectif toujours pareil, réduire les consommations d'énergie pour les ménages et puis optimiser ce qu'on appelle la qualité de vie à l'intérieur de la construction, à l'intérieur du bâti, mieux vivre dans sa maison, mieux respirer, avoir une bonne ventilation, voilà, tous ces points-là. Ce n'est pas une réglementation qui change tous les ans, donc. Non, heureusement. La dernière en vigueur, on ne va pas parler dans l'ancien, mais ça s'appelait la réglementation thermique 2005, donc pour vous expliquer qu'il y a quand même eu un laps de temps relativement important. Donc ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, toutefois. Donc elle n'évolue pas tous les ans, mais elle oblige évidemment la profession à se remettre aux normes. En question sans cesse. Quel est votre avis justement sur l'impact de cette réglementation thermique? Alors c'est très important parce qu'il faut déjà former le personnel et former les jeunes, je dirais, qui aujourd'hui, on arrive avec des nouvelles technicités de matériaux, des nouvelles mises en œuvre. Donc il y a une vraie, on va dire, prise de conscience qui se fait déjà de par les écoles. Dans les écoles, on va dire, essentiellement axées sur le technique. Donc c'est un point, je dirais, important. Après, en avis de professionnel, je dirais que ça a permis d'assainir, je vais dire comme ça, d'une manière assez large, le marché. C'est-à-dire, peut-être qu'il y avait dans la profession des personnes qui faisaient un petit peu comme ils le souhaitaient. N'importe quoi. Exactement. Mais ce n'est pas le but de dénoncer, loin de là. Mais les règles étant très strictes et aujourd'hui étant applicables par le biais d'une loi, donc c'est ce qu'il faut retenir, oblige à avoir quelque chose qui va être complètement conforme, qu'on puisse construire dans tous les endroits de la France sans aucune... Et là, on parle bien de construction. Est-ce que ça s'applique aussi à la rénovation? Alors non, ce n'est pas tout à fait pareil dans le cadre de la rénovation, puisqu'il y a toujours, on va dire, un équilibre différent. Aujourd'hui, la rénovation va permettre, par exemple, d'avoir des aides. On peut avoir des aides qui vont permettre de rénover, et ces aides sont liées essentiellement, si vous rénovez dans l'objectif de réduire une fois de plus les consommations d'énergie. Dans le neuf, aucune aide n'est applicable, mais la réglementation thermique en soi est applicable pour les logements neufs. Merci beaucoup Anthony pour ces infos. On termine cette émission avec Maître Stéphane Faugeron. Ravi de vous retrouver. Vous êtes un habitué de l'émission. Et aujourd'hui, on va parler du viager, mais du côté des vendeurs. Alors, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est le viager et comment ça fonctionne? Le viager est utilisé principalement par des personnes âgées, ce qui leur permet de se constituer un complément de retraite, puisque ça leur permet, en vendant un bien immobilier, de percevoir une rente mensuelle toute leur vie. Le vendeur consent une sorte de crédit à l'acheteur, soit de la totalité du prix, soit d'une partie du prix si l'acheteur a payé une autre partie comptant, ce que l'on appelle le bouquet. Comment calculer la rente? Alors la rente, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend bien entendu au départ de l'évaluation du bien. On va fixer dans l'acte de vente le montant de la rente pour la première année et cette rente va évoluer en fonction du temps qui va s'écouler et en fonction de différents critères, à savoir l'âge et le sexe du vendeur. Parce que les femmes vivent plus vieilles. Les femmes sont censées oui. Statistiquement vivre plus longtemps que les hommes. Cela va dépendre également s'il y a eu un bouquet qui a été versé au départ. Et cela va dépendre également si le vendeur compte continuer à occuper le bien toute sa vie ou si il va le vendre libre à l'acheteur. Donc pas mal de conditions, effectivement. Pas mal de conditions. Et puis il va y avoir une indexation sur toute la durée de la vie de l'acheteur
ce qui va permettre au vendeur de conserver son pouvoir d'achat. Est-ce que cette rente est imposable? Alors cette rente est en partie imposable et cela dépend de l'âge du vendeur au moment de la signature de l'acte de vente. Par exemple, pour un vendeur qui a la soixantaine, il va être imposé sur 50% de la rente. Un vendeur qui a 70 ans ou plus au moment de la signature de l'acte de vente, il ne va être imposé que sur 30% de la rente. Alors on a l'impression, en tout cas en regardant un petit peu les annonces, qu'il y a de plus en plus de biens immobiliers qui sont à vendre en viager. Quels conseils peut-être pourriez-vous donner alors déjà aux vendeurs? Il est important pour le vendeur qu'il prépare cette opération en amont. Souvent, il va vendre sa résidence principale, donc il consulte un spécialiste, son notaire ou un agent spécialisé, car il faut vérifier que cette vente correspond bien à ses objectifs. Il faut qu'il s'assure qu'il va avoir une bonne garantie de paiement de la rente et puis il va falloir aussi prévoir les conditions de répartition des impôts et des charges d'entretien du bien qui va être vendu. Est-ce que, quand on parle viager, est-ce que d'un côté il y a un gagnant et un perdant, le vendeur ou l'acheteur? C'est un contrat qui obligatoirement doit être aléatoire. Donc il peut être avantageux pour l'un ou pour l'autre, on ne doit pas le savoir au départ, c'est le critère principal. C'est le risque, effectivement. C'est le risque. L'acheteur s'engage à verser une rente pendant toute la durée de vie du vendeur, donc pendant une durée qu'il ne doit pas connaître au départ. S'il n'y a pas d'aléa, un juge pourrait annuler la vente, par exemple si le vendeur est à l'article de la mort et qu'il décède peu de temps après, le contrat sera obligatoirement annulé. Merci beaucoup, Maître Faugeron. N'hésitez pas à contacter vos notaires, évidemment, pour avoir plus d'infos sur le viager et puis sur l'immobilier d'une façon générale. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le site imonote.com et vous pourrez également revoir cette émission sur notre site à nous, telim.tv. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, ciao. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission Talimo. Ciao.